La fiabilité, argument de vente chez certains constructeurs, est beaucoup recherché par les utilisateurs. Mais concrètement, comment fonctionne la fiabilité dans une voiture? Donc moi, quelque part, j'ai le meilleur exemple parce que j'ai une Mazda 3, qui est une voiture japonaise et qui fait partie des tops en termes de fiabilité. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit si fiable? Il y a plusieurs raisons, mais tout d'abord, faut aller dans le capot. Là, nous avons Sky Active, bon faites pas attention, il est un peu poussiéreux, mais Sky Active G 2 litres de 122 chevaux. Pourquoi ce moteur est plus fiable qu'un autre? En fait, c'est dû à son rendement. Ce moteur a tout simplement un rendement de 61 chevaux au litre. Ouais, mais t'es bien marrant, mais qu'est-ce que ça change? On va pas se mentir, quand tu regardes la fiche technique de ce moteur, c'est dégueulasse parce que d'origine, on peut en sortir plus de chevaux. Là, la différence, la philosophie japonaise met la fiabilité avant tout, ce qui veut dire moins de rendement, plus de fiabilité, c'est un vase communicant. Je vais vous montrer un autre exemple, mais cette fois, il faut aller à l'intérieur de la voiture. Donc là, nous sommes à l'intérieur d'une Mazda 3 full option. Il faut savoir que j'ai pris la full option. Tout ce que j'ai pas pris, c'est la boîte auto parce qu'apparemment, elle n'était pas terrible. Et les ornements chrome autour du volant, autour de truc start. Elle est full option. Mais par exemple, pour éviter tout problème, elle a encore des compteurs à aiguilles. À gauche, à droite, il y a simplement l'écran central qui est numérique, mais elle a encore des compteurs à aiguilles. Je tiens à préciser que cette voiture est de 2020. Là où Mazda mettait encore des compteurs à aiguilles, Peugeot, par exemple, mettait son iCockpit. Toutes les voitures récentes, vous avez un écran tactile. Là, il n'est pas tactile. Il se gère avec cette molette. Là où tout se contrôle avec l'écran, vous avez encore des boutons physiques pour la clim, pour les sièges chauffants, pour tout en fait. Et c'est pour ça que les véhicules japonais, par exemple, ne prennent pas d'initiative en termes de nouveautés, en termes, je vais dire, de technologie. Parce que qui dit nouvelle technologie dit possibilité que ça tombe en panne. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, la fiabilité dépend de plusieurs facteurs. Au plus vous allez mettre de contraintes dans la mécanique, c'est-à-dire le moteur, la boîte, les cardans ou ce genre de choses, au moins ce sera fiable dans la durée. Comme je vous l'ai dit, c'est un vase communicant. Au plus le rendement est élevé, au moins la fiabilité est bonne. Je vous ai dit que les voitures japonaises étaient parmi les voitures les plus fiables, mais il suffit de regarder par exemple la Nissan GT-R R35 pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas fiable. Pour la simple et bonne raison que son V6 biturbo a un énorme rendement. L'argument de c'était mieux avant, c'est tout simplement parce que avant vous n'aviez rien dans vos voitures. Forcément, s'il n'y a rien dans vos voitures, ça ne peut pas tomber en panne. S'il n'y a pas d'électronique dans vos voitures, ça ne peut pas tomber en panne. Et vous, est-ce que votre voiture est fiable?